En 1847, dans une plantation de canne à sucre perdue dans les brumes de la Louisiane française, un homme noir devint plus riche que la plupart des barons blancs du Sud. Son nom était Josias le Riche. Avant d'amasser cette fortune scandaleuse, il avait tué son maître, un homme évalué à 100 000 $, puis épousé sa veuve. Cette histoire, effacée des archives officielles, murmurée dans les salons de la Nouvelle-Orléans comme une légende honteuse, fut pourtant bien réelle. Les documents existent encore, fragmentés, dispersés entre différents dépôts d'archives, mais personne n'a jamais osé les rassembler pour reconstituer l'histoire complète jusqu'à maintenant. Si vous écoutez cette histoire depuis votre ville, où que vous soyez, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous écoutez. Abonnez-vous, car ce que vous allez entendre n'a jamais été raconté avec autant de détails. Et croyez-moi, chaque mot compte. La Louisiane de 1830 était une terre de contradictions brutales, un territoire où se mêlaient les héritages français, espagnols et américains dans un amalgame instable. Ancienne colonie française cédée aux États-Unis en 1803 lors de l'achat de la Louisiane, elle conservait sa langue, ses coutumes, ses lois héritées du Code Napoléon, et surtout une société rigide où l'esclavage constituait l'ossature même de toute l'économie. Les plantations s'étendaient comme des royaumes privés le long du Mississippi et de ses affluents, dissimulés derrière des allées majestueuses de chênes centenaires drapés de mousse espagnole, qui pendaient comme des linceuls verdâtres dans l'air humide. La chaleur y était oppressante, presque palpable, une masse épaisse qui écrasait les corps et les volontés. Les étés duraient des mois, transformant les champs en fournaises, où seuls les plus résistants survivaient. Les nuits n'apportaient qu'un répit illusoire, l'air restant lourd, chargé des parfums capiteux des magnolias et des relents âcres de la sueur humaine. Dans ce paysage de richesse obscène et de servitude absolue, la paroisse de Saint-Laurent, un territoire marécageux situé à mi-chemin entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans, abritait une des propriétés les plus prospères de la région, la plantation Belvédère. Ces terres fertiles produisaient chaque année des tonnes de sucre brut, enrichissant son propriétaire, Édouard Constant Devereaux, un créole blanc de 52 ans, veuf depuis 10 ans, réputé pour sa sévérité inflexible et son sens aigu des affaires. Devereaux avait hérité de Belvédère à la mort de son père en 1825. Sous sa direction méthodique et impitoyable, la plantation avait doublé de valeur en moins d'une décennie. On estimait sa fortune personnelle à 100 000 $, une somme astronomique pour l'époque, équivalente à plusieurs millions de dollars d'aujourd'hui. Mais cette richesse reposait entièrement sur le travail de près de 200 esclaves, dont les existences se consumaient dans les champs de canne, sous un soleil impitoyable, dans un cycle sans fin de labeur, de douleur et de mort précoce. La maison principale de Belvédère était une structure imposante de style néoclassique, avec ses colonnes blanches, ses galeries ombragées, ses volets verts fermés contre la chaleur du jour. À l'intérieur régnait une atmosphère de luxe austère. Meubles en acajou massif importés de France, argenterie héritée de générations de Devereaux, bibliothèque garnie de volumes reliés en cuir que personne ne lisait vraiment. C'était un décor de respectabilité, de puissance affichée, mais aussi de solitude profonde. Devereaux vivait seul dans cette grande demeure, servie par une dizaine de domestiques esclaves qui évoluaient silencieusement dans les couloirs, fantômes noirs au service d'un maître blanc qui les remarquait à peine. Il prenait ses repas seul, buvait son cognac seul, dormait seul dans une chambre aux rideaux lourds qui étouffait tout bruit extérieur. Parmi les esclaves de la maison se trouvait un jeune homme nommé Josias, qui allait bouleverser cet ordre apparemment immuable. Josias était né en 1815 sur la plantation même, dans une des cabanes misérables qui abritaient les esclaves derrière les champs de canne. Sa mère, Céleste, était une femme d'une beauté remarquable, couturière attitrée de la maison principale. Elle confectionnait les vêtements de Devereaux, raccommodait le linge fin, brodait les initiales de la famille sur les nappes et les draps. Son père officiel était inconnu.
probablement un contremaître blanc dont personne ne prononçait jamais le nom, selon la coutume hypocrite qui permettait aux hommes blancs d'abuser des femmes noires sans conséquence. Dès l'enfance, Josias avait montré une intelligence vive et une capacité d'apprentissage qui le distinguaient des autres enfants esclaves. Il observait tout avec une intensité troublante, posait des questions, retenait chaque information. Céleste, qui avait appris à lire et à écrire, privilège rare et dangereux pour une esclave, obtenu grâce à une ancienne maîtresse moins cruelle, lui avait transmis ses compétences en secret, la nuit, à la lueur d'une chandelle volée dans les réserves de la maison principale. Ses leçons nocturnes se déroulaient dans un silence absolu. Céleste traçait des lettres sur de vieux morceaux de tissu avec du charbon, les effaçant immédiatement après. Elle lui apprenait aussi à compter, à calculer, à comprendre le fonctionnement de l'argent et du commerce. Elle savait que l'intelligence était la seule arme dont disposait un esclave, la seule chance d'échapper, ne serait-ce que mentalement, à la condition servile. « Apprends tout ce que tu peux », lui murmurait-elle. « Un jour, tu en auras besoin. » Édouard Deveraux remarqua rapidement les talents du garçon. Plutôt que de l'envoyer au champ à l'âge de 10 ans, comme il le faisait pour tous les autres enfants esclaves, il décida de l'employer comme domestique à la maison principale. Josias servait à table, entretenait la bibliothèque, portait les messages entre la maison et les bureaux de la plantation. Il cirait les bottes de Deveraux, brossait ses vêtements, préparait son bain. Mais surtout, il observait tout, il écoutait tout. Il apprenait la manière dont Deveraux conduisait ses affaires, négociait avec les marchands, gérait les comptes de la plantation. Il comprenait les mécanismes de pouvoir qui régissaient ce monde, les subtilités des relations entre maîtres et esclaves, entre créoles et américains, entre planteurs et négociants. Deveraux appréciait son efficacité silencieuse. Josias ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait, gardait les yeux baissés en présence des Blancs, accomplissait ses tâches avec une précision qui ne nécessitait jamais de réprimande. C'était, du point de vue du maître, l'esclave idéal, intelligent sans être insolent, compétent sans être menaçant. Mais en 1835, lorsque Josias atteignit ses 20 ans, quelque chose changea imperceptiblement dans le regard du maître. Peut-être était-ce la stature du jeune homme qui avait grandi et s'était rempli, devenant physiquement imposant. Peut-être était-ce une certaine assurance qui transpirait malgré tous ses efforts pour rester humble. Peut-être Deveraux perçut-il, dans un éclair de lucidité inquiétante, que cette intelligence qu'il avait cultivée pourrait un jour se retourner contre lui. Les tensions commencèrent de manière subtile. Deveraux se mit à critiquer le travail de Josias, à trouver des défauts là où il n'y en avait pas. Il augmenta ses tâches, le réveillant avant l'aube et le gardant debout jusqu'à tard dans la nuit. Il cherchait la faille, le prétexte pour remettre ce garçon à sa place, pour lui rappeler brutalement qu'il n'était qu'un esclave, qu'une propriété, qu'une chose. Josias sentait cette hostilité croissante, mais ne comprenait pas exactement ce qui l'avait provoqué. Il redoublait d'efforts, pensant que la perfection de son travail suffirait à apaiser le maître. Il se trompait. Une nuit de juillet 1835, après un dîner arrosé où Deveraux avait reçu plusieurs notables de la paroisse, un juge, 2 planteurs voisins, un marchand de la Nouvelle-Orléans, Josias commit une erreur minuscule qui allait tout déclencher. En servant le cognac, sa main trembla légèrement. Fatigue accumulée après 16 heures de travail ininterrompu, et quelques gouttes tombèrent sur la veste de soie du maître. Ce fut un accident banal, presque invisible. Mais Deveraux, déjà irrité par une discussion politique houleuse sur l'abolition de l'esclavage que certains États du Nord commençaient à réclamer, explosa avec une violence disproportionnée. « Tu oses me salir, nègre insolent !» Les invités se turent instantanément. L'atmosphère, jusqu'alors conviviale malgré les désaccords politiques, devint électrique. Tous les regards se tournèrent vers Josias, figé avec la carafe de cognac à la main. Deveraux se leva, sa chaise raclant bruyamment le parquet ciré.
Il gifla Josias avec une violence qui fit vibrer toute la pièce. Le jeune homme chancela mais ne tomba pas. Il garda les yeux baissés, les poings serrés le long du corps, les mâchoires crispées au point que ses dents en grincèrent. « Regardez-moi ça, messieurs, » dit Devereux en se tournant vers ses invités avec un sourire cruel. « On leur donne une éducation, on les traite mieux que des bêtes, et ils vous remercient en vous manquant de respect. C'est la nature du nègre, toujours ingrat. » Les invités approuvèrent mollement, mal à l'aise devant cette scène qui dévoilait trop crûment la brutalité du système esclavagiste qu'ils préféraient habituellement ignorer lorsqu'ils dégustaient leur cognac. Devereux ordonna qu'on emmène Josias au quartier des esclaves pour être fouetté publiquement le lendemain matin. 30 coups devant tous les autres esclaves pour rétablir l'ordre et servir d'exemple. La punition aurait lieu à l'aube, avant le début du travail dans les champs. Cette nuit-là, Josias ne dormit pas. Il était étendu sur le sol de terre battue de sa cabane, écoutant les respirations de ses compagnons d'infortune entassés dans l'espace exigu, sentant la rage bouillir dans ses veines comme du métal en fusion. Il pensait aux 20 années de sa vie passées dans la servitude, à sa mère céleste morte 2 ans plus tôt d'une fièvre que le médecin de la plantation n'avait même pas daigné venir soigner, aux humiliations quotidiennes, à l'absence totale d'avenir. Il n'avait personne à protéger, personne à qui dire adieu, plus rien à perdre. Vers 3 heures du matin, alors que la plantation dormait sous un ciel sans lune, étouffée par une couverture nuageuse qui promettait de l'orage, Josias se leva. Il savait où Devereux rangeait ses armes, une collection de pistolets et de couteaux dans un cabinet fermé à clé dans le bureau. Il connaissait chaque recoin de la maison principale, chaque grincement de parquet à éviter, chaque porte dont il fallait soulever légèrement le battant pour qu'elle s'ouvre silencieusement. Il savait aussi que le maître dormait seul dans sa chambre au premier étage, la porte jamais verrouillée. Qui oserait l'attaquer dans son propre domaine? Quelle créature serait assez folle pour défier le maître absolu de Belvédère? Josias osa. Il pénétra dans la maison par la cuisine, pieds nus, vêtu seulement d'un pantalon de toile grossière, le torse nu luisant de sueur dans la chaleur nocturne. Il traversa la salle à manger où quelques heures plus tôt il avait été humilié, longea le corridor où pendaient les portraits des ancêtres Devereux qui semblaient de le regarder avec réprobation, grimpa l'escalier sans faire craquer une seule marche. Il les connaissait toutes, savait exactement où poser le pied. Il poussa la porte de la chambre. Elle s'ouvrit avec un léger grincement que couvrit le ronflement de Devereux. Le maître était couché sur le dos, une main posée sur sa poitrine, la bouche entr'ouverte, complètement vulnérable dans le sommeil. Ce qui se passa ensuite ne dura que quelques minutes, mais ces minutes changèrent le cours de plusieurs vies et l'histoire secrète de la Louisiane. Josias s'approcha du lit sans précipitation, comme s'il accomplissait une tâche nécessaire et inévitable. Il avait d'abord pensé utiliser un couteau de cuisine, mais cela aurait laissé trop de sang, trop de traces évidentes de meurtre. L'étouffement serait plus discret, plus susceptible de passer pour une mort naturelle. Les apoplexies foudroyantes n'étaient pas rares chez les hommes de 50 ans qui buvaient trop. Il saisit un des oreillers brodés qui décoraient le lit, un objet luxueux garni de plumes d'oie importées. Devereux se réveilla au moment précis où le coussin s'abattit sur son visage. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup, exorbités de terreur et d'incompréhension. Il se débattit violemment, ses mains griffant les bras de Josias, ses jambes donnant des coups dans le vide, son corps se tordant dans une lutte désespérée pour la survie. Mais Josias était jeune, fort, alimenté par 20 ans de rage contenue, par l'humiliation récente, par la certitude que s'il ne tuait pas maintenant, il serait fouetté à l'aube, puis probablement vendu à un maître encore plus cruel. Il maintint le coussin en place avec une détermination inflexible, mettant tout son poids dans ses bras, ignorant les griffures qui lacéraient sa peau. Le combat dura peut-être 2 minutes, peut-être 3. Le temps sembla à la fois s'étirer à l'infini et passer en un éclair. Graduellement, les mouvements de Devereux faiblirent. Ses mains cessèrent de griffer pour retomber mollement sur le drap. Ses jambes s'immobilisèrent.
Son corps se détendit dans une immobilité définitive. Josias attendit encore une longue minute avant de retirer le coussin, s'assurant que c'était bien fini. Lorsqu'il découvrit le visage de Devreau, les yeux du mort étaient ouverts, fixant le plafond avec une expression d'incrédulité figée. Josias les ferma délicatement, presque tendrement, puis replaça le coussin à sa position originale sur le lit. Il arrangea le corps pour qu'il semble simplement endormi, tira le drap jusqu'à la poitrine, lissa les plis. Puis il quitta la chambre aussi silencieusement qu'il était entré, redescendit l'escalier, traversa la maison et retourna à sa cabane où il s'étendit et attendit l'aube. Quand les premières lueurs du jour percèrent à travers les fentes des murs, quand la cloche de la plantation sonna pour réveiller les esclaves, Josias se leva comme tous les matins. Il avait tué un homme. Il avait franchi une ligne invisible et irréversible. Étrangement, il ne ressentait ni culpabilité ni peur. Seulement un calme profond, presque surnaturel. Ce fut la cuisinière, une vieille femme nommée Mathilde, qui découvrit le corps en montant le petit déjeuner de Devreau. Son cri déchira le silence matinal de Belvédère, alertant immédiatement toute la maisonnée. Les domestiques accoururent, suivis des contremaîtres blancs, puis de quelques esclaves des champs qui s'étaient rapprochés par curiosité malgré l'interdiction. Le contremaître en chef, un homme brutal nommé Gaston Fournier, examina rapidement le corps, puis ordonna d'aller chercher le médecin de la paroisse. En attendant, il fit sortir tout le monde de la chambre et posta 2 gardes armés devant la porte, comme s'il craignait que quelqu'un ne vienne profaner le cadavre. Le docteur Amédée Blanchard arriva vers midi, transporté depuis son cabinet de la petite ville voisine dans une voiture tirée par 2 chevaux. C'était un homme âgé de 70 ans, au dos voûté, aux mains tremblantes, qui pratiquait la médecine depuis 40 ans avec une compétence déclinante. Il examina le corps de Devreau pendant à peine 10 minutes, palpant le cou, écoutant la poitrine avec son stéthoscope, soulevant les paupières. « Apoplexie foudroyante », déclara-t-il avec assurance. Le cœur a lâché pendant son sommeil. C'est fréquent chez les hommes de son âge qui consomment trop d'alcool et de viande. Mort naturelle, aucun doute. Il signa le certificat de décès sans autre formalité, empochait les $20 que lui tendit Fournier pour ses services et repartit aussi vite qu'il était venu. Il n'y eut aucune enquête approfondie. Pourquoi y en aurait-il eu? Un planteur de 52 ans, corpulent, qui buvait quotidiennement, meurt dans son sommeil, c'était banal, presque attendu. Personne ne pensa à vérifier les marques de griffure sur les bras de Devreau que le médecin attribua vaguement à des démangeaisons nocturnes. Personne ne remarqua les légères ecchymoses autour de la bouche et du nez, dissimulées par la barbe du défunt. Personne ne soupçonna Josias. Pourquoi l'aurait-on fait? Un esclave domestique, discret, obéissant en apparence, qui n'avait jamais causé le moindre problème. Le jour des funérailles, il se tint à l'écart, avec les autres esclaves de la maison, tête baissée, mine grave, les yeux fixés sur ses pieds nus. À l'intérieur, il bouillonnait d'un mélange complexe d'émotions. Triomphe, terreur, exaltation, culpabilité refoulée. Il avait tué un homme et s'en était tiré. Personne ne savait. Personne ne saurait jamais. Ou presque personne. Les funérailles furent grandioses, comme il convenait à un homme de la position de Devreau. Le curé de la paroisse, le père Augustin Latour, célébra une messe solennelle dans l'église de Saint-Laurent. Tous les notables de la région étaient en présent. Planteurs, marchands, avocats, le juge, le maire de la petite ville voisine. On prononça des discours louant les vertus du défunt, sa piété, sa générosité, mensonge convenu que personne ne croyait vraiment, mais que tout le monde acceptait comme faisant partie du rituel social. Édouard Constant Devreau fut enterré dans le caveau familial, une structure imposante de marbre blanc située dans le cimetière de l'église, aux côtés de ses parents et de son épouse décédée 10 ans plus tôt. Sur sa pierre tombale, on grava une épitaphe pompeuse, homme d'honneur et de foi. Que Dieu accueille son âme. Mais le plus étrange restait à venir, et se fut révélé 3 jours après l'enterrement. Un notaire de la Nouvelle-Orléans,
Maître Hippolyte Sénéchal arriva à Belvédère dans une élégante calèche noire. C'était un homme méticuleux, vêtu d'un costume sombre impeccable, portant une serviette en cuir contenant les documents officiels. Il convoqua tous les intéressés dans le grand salon de la maison principale pour la lecture du testament de Devereux. Étaient présents les contremaîtres blancs, les domestiques principaux, 2 cousins éloignés venus de Bâton Rouge en espérant un héritage, et surtout Marguerite Devereux, la jeune sœur du défunt. Marguerite était une femme singulière qui intriguait et dérangeait à parts égales. Âgée de 34 ans, elle avait vécu toute sa vie dans l'ombre écrasante de son frère aîné, qui l'avait recueillie après la mort de leurs parents, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Jamais mariée, Édouard avait refusé tous ses prétendants, prétextant qu'aucun n'était assez bien pour une Devereux. Elle gérait discrètement certaines affaires de la plantation, tenait les livres de compte avec une précision mathématique, supervisait les domestiques. Elle était intelligente, cultivée, réservée au point de paraître froide, et observait tout avec des yeux noirs perçants qui ne laissaient rien passer. Certains la trouvaient belle d'une manière austère, avec ses cheveux noirs tirés en chignon strict, sa peau pâle qui ne voyait jamais le soleil, sa silhouette mince toujours vêtue de robes sombres. D'autres la trouvaient inquiétante, comme si elle cachait des pensées inavouables derrière son masque de respectabilité. Le notaire Sénéchal déroula le testament avec des gestes solennels. La fortune de Devereux était considérable. La plantation Belvédère avec ses 2000 acres, les 200 esclaves, les bâtiments, les équipements, plus divers investissements dans des banques et des compagnies commerciales. La valeur totale était estimée à $110 000. Mais à la surprise générale, le testament contenait une clause extraordinaire. Édouard Devereux avait légué une partie de ses biens, une somme de $10 000 et une petite propriété de 100 acres adjacente à Belvédère, à Josias, domestique de la maison principale, fils de Céleste, en reconnaissance de ses loyaux services et pour des raisons que je garde secrètes. Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Les regards se tournèrent vers Josias, qui se tenait près de la porte, pétrifié de stupéfaction. Il n'avait jamais imaginé cela. Comment aurait-il pu? Le notaire, impassible, poursuivit la lecture. Le reste de la fortune allait à Marguerite, qui devenait ainsi la propriétaire officielle de Belvédère et de tous ses esclaves, y compris, techniquement, Josias lui-même, jusqu'à ce que les dispositions testamentaires concernant le legs soient exécutées. Les cousins de Bâton Rouge protestèrent immédiatement, arguant que le testament devait être contesté, qu'il était impensable de léguer quoi que ce soit à un esclave, que cela violait l'ordre naturel des choses. Mais Maître Sénéchal leur opposa la loi. En Louisiane, sous le code civil hérité du droit français, un maître avait le droit de léguer des biens à un esclave, à condition que cela soit clairement stipulé dans un testament dûment enregistré. Le testament de Devereux était parfaitement légal. Personne ne comprenait. Pourquoi Devereux aurait-il légué $10 000 et une propriété à un esclave qu'il avait menacé de faire fouetter la veille même de sa mort? C'était incompréhensible, absurde. Les rumeurs commencèrent immédiatement à circuler, d'abord à voix basse dans les coins du salon, puis de plus en plus ouvertement dans les jours qui suivirent. Certains murmuraient que Josias était le fils illégitime de Devereux, fruit d'une liaison avec la belle Céleste 20 ans plus tôt, et que le legs était une reconnaissance tardive de paternité. D'autres insinuaient que Josias avait extorqué ce legs par quelque moyen mystérieux, peut-être en découvrant un secret compromettant sur Devereux. D'autres encore suggéraient que Marguerite avait falsifié le testament après la mort de son frère, pour des raisons qu'on ne pouvait qu'imaginer. Mais la vérité était bien plus complexe et bien plus sombre que toutes ces spéculations. La vérité, que personne ne connaissait à ce moment, était que Marguerite savait exactement ce qui s'était passé la nuit de la mort de son frère. Elle avait toujours su, et c'était elle qui avait orchestré le faux legs. Cette nuit-là, Marguerite ne dormait pas. Elle souffrait d'insomnie chronique depuis des années, condition aggravée par l'anxiété constante de vivre sous le joug de son frère.
Sa chambre se trouvait au même étage que celle d'Édouard, de l'autre côté du corridor. Vers 3 heures du matin, elle avait entendu un léger grincement, celui de la porte de son frère qui s'ouvrait. Cela l'avait intriguée, car Édouard ne se levait jamais la nuit. Elle s'était levée silencieusement, avait enfilé une robe de chambre et avait entrebâillé sa propre porte avec une prudence extrême. Ce qu'elle vit la figea sur place. Josias, torse nu, pieds nus, entrant dans la chambre de son frère. Son premier réflexe fut de crier, d'alerter la maison. Mais quelque chose la retint. Une curiosité morbide peut-être. Ou peut-être une intuition obscure de ce qui allait se passer et un désir secret de le voir arriver. Elle resta là, pétrifiée dans l'entrebâillement de sa porte, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. Les minutes s'étirèrent, interminables. Puis la porte de la chambre d'Édouard se rouvrit. Josias en sortit, toujours silencieux, le visage figé dans une expression qu'elle n'oublierait jamais. Un mélange de résolution, de soulagement et de terreur froide. Il redescendit l'escalier et disparut dans l'obscurité de la maison. Marguerite attendit encore 5 minutes, puis se glissa jusqu'à la chambre de son frère. Elle poussa doucement la porte et s'approcha du lit. Édouard était là, immobile, les yeux fermés, apparemment endormi paisiblement. Mais quelque chose dans cette immobilité était trop parfaite, trop absolue. Elle posa une main tremblante sur la poitrine de son frère. Aucun battement de cœur, aucune respiration. Il était mort. Elle aurait dû crier, alerter les contremaîtres, faire pendre Josias dès l'aube. C'était la réaction attendue, normale, celle qu'exigeait la loi et la société. Mais elle ne le fit pas. Pourquoi? Parce qu'elle haïssait son frère. Elle l'avait haï pendant 22 ans, depuis le jour où il l'avait recueillie après la mort de leurs parents et avait commencé à exercer sur elle un contrôle total et étouffant. Édouard Devereux n'avait pas été seulement un maître cruel envers ses esclaves. Il avait été un tyran domestique pour Marguerite. Pendant des années, il l'avait humiliée de 1000 manières subtiles et moins subtiles, la traitant comme une servante gratuite, lui refusant toute autonomie, toute vie propre. Il avait refusé tous ses prétendants, 7 au total, par jalousie maladive ou par avarice, préférant la garder à Belvédère pour s'occuper de sa maison. Il avait volé sa jeunesse, sa liberté, toute possibilité de bonheur ou d'épanouissement. Elle avait souvent imaginé sa mort. Dans ses rêves les plus sombres, elle le tuait elle-même, empoisonnant son cognac, le poussant dans l'escalier, étouffant sa respiration pendant son sommeil. Mais elle n'avait jamais trouvé le courage de passer à l'acte. Elle était prisonnière non seulement de son frère, mais aussi de sa propre éducation, des conventions sociales, de la peur. Alors, quand elle comprit que Josias avait fait ce qu'elle-même n'avait jamais osé faire, elle ne ressentit ni horreur, ni indignation. Elle ressentit du soulagement, un soulagement immense, presque enivrant, et quelque chose d'autre. Une forme de reconnaissance troublante, presque de gratitude, envers cet homme qui avait libéré sans le savoir. Elle retourna dans sa chambre, s'assit sur son lit et réfléchit intensément jusqu'à l'aube. Elle devait protéger Josias, car en le protégeant, elle se protégeait elle-même. Si on découvrait qu'Édouard avait été assassiné, toute la succession serait bloquée, la réputation de la famille ternie, et elle-même pourrait être soupçonnée de complicité ou pire. Elle élabora rapidement un plan. Le lendemain, après que le docteur Blanchard eut signé le certificat de décès attestant d'une mort naturelle, Marguerite convoqua discrètement Maître Sénéchal, le notaire de la famille. Elle lui expliqua qu'elle avait retrouvé un codicille au testament de son frère, rédigé quelques jours avant sa mort, dans lequel il léguait une propriété et de l'argent à Josias. Sénéchal, homme vénal et peu scrupuleux, accepta moyennant une somme confortable de falsifier les documents nécessaires. Il ajouta la clause au testament original, imitant l'écriture de Devereux avec une habileté qui témoignait d'une longue pratique de la fraude notariale. Pourquoi Marguerite fit-elle cela? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour donner une explication plausible à la présence future de Josias à ses côtés.
Elle avait compris, avec une lucidité troublante, qu'elle aurait besoin de cet homme. Il était intelligent, capable, et il partageait désormais un secret qui les liait plus sûrement que n'importe quel contrat. Ensuite, parce qu'elle voulait le récompenser d'une certaine manière, pour l'avoir libéré de son frère. C'était une gratitude étrange, perverse même, mais réelle. Enfin, parce qu'elle avait un plan à plus long terme, un plan qu'elle ne pouvait encore révéler à personne, pas même à Josias lui-même. Dans les semaines qui suivirent les funérailles, Marguerite Devrault prit fermement en main la direction de Belvédère. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, une femme incapable de gérer une plantation de cette taille, elle se révéla une administratrice redoutablement compétente. Elle connaissait déjà tous les détails de l'exploitation, ayant secrètement géré les comptes pendant des années, pendant que son frère s'en attribuait le mérite. Elle convoqua Josias dans son bureau privé une semaine après la lecture du testament. C'était une pièce austère, meublée d'un secrétaire en acajou massif, de rayonnage chargé de registres comptables reliés en cuir, et d'une petite fenêtre donnant sur les champs de canne qui s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent comme une mer verte. « Josias, asseyez-vous » dit-elle d'une voix calme. Il obéit, déconcerté. Jamais personne ne lui avait demandé de s'asseoir en présence d'un blanc. C'était une transgression sociale mineure, mais significative. Marguerite le fixa longuement, les mains croisées sur le bureau. Son regard noir était impénétrable. Puis elle parla d'une voix basse, presque intime, qui ne portait pas au-delà des murs de la pièce. « Je sais ce que vous avez fait. » Le cœur de Josias s'arrêta. Le monde sembla basculer autour de lui. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds, ses mains devenir glacées malgré la chaleur étouffante de la pièce. Elle savait, elle avait toujours su. « Je pourrais vous faire pendre demain matin », poursuivit-elle sans émotion apparente, d'une voix neutre qui rendait ses paroles encore plus terrifiantes. « Personne ne me poserait de questions. Vous êtes un esclave. Votre vie ne vaut rien devant la loi. Un mot de moi, et vous serez jugé, condamné et exécuté en moins d'une semaine. » Josias baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il attendait la sentence, certain que ses jours étaient à compter. Il avait vécu un mois de répit, mais le compte à rebours touchait à sa fin. « Mais je ne le ferai pas. » Il releva la tête brusquement, incrédule. Avait-il bien entendu? « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix rauque à peine plus qu'un murmure. « Parce que vous m'avez libéré. » Elle marqua une longue pause, comme si elle mesurait le poids de ses propres mots, leur portée, leur irréversibilité. « Mon frère était un monstre, pas seulement pour vous et les autres esclaves, pour moi aussi. Il m'a volé ma vie, mes chances de bonheur, mes années de jeunesse. Il m'a gardée prisonnière ici pendant 22 ans, comme une servante non payée, comme une chose qu'on possède. Vous lui avez repris sa vie. Je considère cela comme une forme de justice. Une justice sombre, certes, mais une justice quand même. » Josias ne savait pas quoi répondre. Il avait l'impression de marcher sur une corde tendue au-dessus d'un abîme vertigineux, où un seul faux pas signifierait la chute. Marguerite continua, sa voix restant basse mais gagnant en intensité. « Mais nous ne sommes pas libres pour autant, ni vous ni moi. Cette plantation, ces esclaves, cette fortune, tout cela repose sur un équilibre fragile, sur des apparences qu'il faut maintenir. Si quelqu'un apprenait la vérité sur la mort de mon frère, nous serions tous les deux détruits. Vous comprenez ?» Il hocha la tête lentement. « Alors voici ce que je vous propose. Nous sommes liés maintenant par ce secret, liés pour toujours, que cela nous plaise ou non. Vous continuerez à travailler pour moi. Je vous donnerai progressivement plus de responsabilités, plus de liberté de mouvement. En échange, vous me serez loyal. Totalement, absolument loyal. »« Et le legs de votre frère ?» osa-t-il demander, sa voix gagnant un peu d'assurance. Elle eut un sourire froid, presque amusé. « Ce legs n'a jamais existé. J'ai payé le notaire pour l'ajouter au testament après la mort d'Édouard. C'était ma manière de vous protéger,
de donner une explication plausible à votre présence future à mes côtés. Les gens croient maintenant que vous êtes le fils illégitime de mon frère. Laissez-les le croire. C'est mieux ainsi. Cela donne une logique à ce qui autrement paraîtrait incompréhensible. Elle se leva, contourna le bureau et vint se placer près de la fenêtre, regardant les champs où travaillaient les esclaves sous le soleil brutal. « J'ai un plan, Josias. Un plan qui prendra des années à se réaliser, mais qui nous libérera tous les deux complètement. Faites-moi confiance, soyez patient, et nous y arriverons. » Josias comprit à cet instant qu'il était désormais irrémédiablement lié à cette femme par un secret commun. Un secret mortel qui les unirait plus sûrement que n'importe quel contrat ou serment. Les mois qui suivirent virent une transformation progressive mais spectaculaire de la situation de Josias. Marguerite, jouant habilement avec les apparences et les perceptions sociales, annonça publiquement qu'elle avait décidé d'affranchir Josias en reconnaissance de ses services et en respect de la volonté supposée de son frère. L'affranchissement fut officiellement enregistré en janvier 1837 devant un juge de la Nouvelle-Orléans, selon la procédure légale rigoureuse qu'exigeait le Code civil louisianais. Josias le Riche, il prit officiellement ce nom après son affranchissement, le Riche signifiant ironiquement le riche en français, un choix qui provoqua des sourires moqueurs chez certains mais qui se révélerait prophétique, devint ainsi un homme libre de couleur, statut profondément ambigu dans la Louisiane de l'époque. Les hommes libres de couleur formaient une classe intermédiaire unique au Sud, ni esclaves ni blancs, souvent plus éduqués et plus prospères que les blancs pauvres, mais néanmoins considérés comme inférieurs par la loi et la coutume. Certains possédaient des propriétés, des commerces, voire des esclaves. D'autres exerçaient des métiers qualifiés, artisans, musiciens, barbiers, tailleurs. Mais ils étaient toujours sur le fil du rasoir, leur statut pouvant être remis en question à tout moment par des blancs jaloux ou vindicatifs. Avec le soutien discret mais efficace de Marguerite, Josias commença méthodiquement à accumuler des biens. Elle lui confia d'abord la gestion de la petite propriété de 100 acres mentionnée dans le Faux Testament, une parcelle de terre fertile adjacente à Belvédère. Il y cultiva du tabac et quelques arpents de maïs, employant une dizaine d'ouvriers libres de couleur qu'il payait des salaires décents. La première récolte fut modeste mais profitable. Josias réinvestit immédiatement tous les bénéfices, achetant des équipements, améliorant l'irrigation, diversifiant les cultures. La deuxième année, ses revenus doublèrent. La troisième année, ils triplèrent. Mais ce qui intriguait le plus les observateurs, ce qui alimentait les rumeurs et les commérages dans toute la paroisse de Saint-Laurent et au-delà, c'était la relation apparemment inexplicable entre Josias et Marguerite. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, discutant affaires dans le bureau de la maison principale, se rendant ensemble aux ventes publiques de coton et de sucre à la Nouvelle-Orléans, voyageant parfois jusqu'à Bâton Rouge ou même Mobile en Alabama pour des transactions commerciales. On les voyait prendre le café ensemble sur la véranda de Belvédère, au crépuscule, quand la chaleur devenait enfin supportable. Ils conversaient en français et en anglais, avec une aisance qui semblait abolir les barrières de race et de statut. Ils discutaient de politique, d'économie, de littérature. Marguerite lui prêtait des livres de sa bibliothèque personnelle. Il lui donnait son avis sur la gestion de la plantation, et elle l'écoutait, le prenait en considération, le mettait souvent en pratique. Les rumeurs devinrent de plus en plus insistantes, de plus en plus scandaleuses. Plusieurs membres de la communauté blanche exigèrent que Marguerite mette fin à cette amitié contre nature. Des lettres anonymes commencèrent à arriver, l'accusant de déshonorer sa famille, de trahir sa race, de violer toutes les conventions sacrées qui maintenaient l'ordre social. Le curé de la paroisse, le père Augustin Latour, un homme sévère d'une 60aine d'années, partisan convaincu de l'ordre esclavagiste qu'il justifiait par des citations bibliques soigneusement sélectionnées, vint même la sermonner un après-midi de printemps 1838. « Madame Devereux, commença-t-il d'un ton grave, après s'être installé dans le salon,
refusant le thé qu'elle lui offrait. Cette situation ne peut plus durer. Votre comportement scandalise toute la paroisse. Vous compromettez votre réputation, celle de votre famille, celle de tous les blancs respectables de la région. Marguerite l'écouta poliment, les mains croisées sur ses genoux, le visage impassible. « Père Latour, répondit-elle calmement lorsqu'il eut fini, je respecte votre position et votre foi, mais je suis une femme libre et propriétaire de ma plantation. Je gère mes affaires comme je l'entends. Josias le Riche est un homme compétent qui m'aide à maintenir la prospérité de Belvédère. Il n'y a rien d'immoral dans notre relation professionnelle. » « Professionnelle » s'exclama le prêtre perdant son calme. « Madame, on vous voit ensemble à toute heure du jour. Vous voyagez ensemble. Vous prenez vos repas ensemble. C'est inconvenant. C'est contraire à toutes les règles de la décence. » « Les règles de décence, père, rétorqua Marguerite avec une pointe d'ironie à peine perceptible, sont souvent faites par ceux qui ont intérêt à les maintenir. Je choisis de vivre selon mes propres principes. Le curé repartit furieux, sans avoir obtenu gain de cause. 2 dimanches plus tard, il prononça un sermon virulent sur les périls de l'orgueil et de la transgression, sans nommer Marguerite directement, mais en faisant suffisamment d'allusions pour que toute l'assistance comprenne de qui il parlait. Marguerite cessa alors d'assister à la messe, acte de rébellion sociale presque aussi scandaleux que sa relation avec Josias. Si cette révélation vous a donné des frissons, laissez un like et dites-nous ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Parce que le scandale ne fait que commencer, et ce qui va suivre dépassera tout ce que la société louisianaise de l'époque pouvait imaginer. En 1839, Josias avait accumulé suffisamment de capital pour acheter une maison à la Nouvelle-Orléans, dans le quartier de Tremé, où vivait une communauté prospère de créoles de couleur. C'était une jolie maison créole typique, avec sa façade colorée, son balcon en fer forgé, sa cour intérieure ombragée par un grand magnolia. Il payait aussi pour l'éducation de plusieurs enfants esclaves qu'il avait discrètement rachetés et affranchis. Un acte de charité qui lui valut le respect de la communauté noire libre, mais encore plus d'hostilité de la part des Blancs. Puis, en octobre 1839, Marguerite fit l'annonce qui allait déclencher un scandale sans précédent dans toute la Louisiane. Elle épousait Josias le Riche. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la paroisse de Saint-Laurent, puis dans toute la région. Les réactions furent d'une violence inouïe. Ce n'était pas simplement une affaire de mariage interracial, bien que ce soit déjà considéré comme une abomination par la plupart des Blancs du Sud. C'était le fait qu'une femme blanche de bonne famille, propriétaire d'une des plus grandes plantations de la région, descendante d'une lignée créole respectée, épouse un ancien esclave. C'était, aux yeux de la société blanche, une trahison absolue, une profanation de toutes les valeurs sacrées qui maintenaient l'ordre racial et social. Si une Devereux pouvait épouser un ancien esclave, alors rien n'était plus sacré, plus stable. L'ordre entier du monde pouvait s'effondrer. Le mariage fut célébré dans la plus stricte intimité, dans une petite église catholique de la Nouvelle-Orléans, loin de Saint-Laurent, à l'aube d'un matin brumeux de novembre. L'église se trouvait dans le quartier créole, fréquenté principalement par des gens de couleur libre. Le prêtre qui officia, le père Marcellin Dubois, était un vieil homme d'origine française qui avait vécu à Saint-Domingue avant la Révolution haïtienne et avait conservé des idées progressistes sur les questions raciales, considérant que tous les hommes étaient égaux devant Dieu. Aucun membre de la société créole blanche n'assista à la cérémonie. Du côté de Marguerite, il n'y avait personne. Sa famille l'avait entièrement répudiée dès qu'elle avait annoncé son intention. Du côté de Josias, quelques amis de la communauté libre de couleur étaient au présent. Un menuisier prospère, un barbier, un musicien, tous des hommes qui avaient réussi à se construire une existence décente dans les interstices étroits que la société raciste leur laissait. 2 domestiques de Belvédère étaient également là. Des femmes âgées qui avaient connu Josias enfant et qui le considéraient comme un fils. Elles pleuraient pendant toute la cérémonie, mais on ne saurait jamais si c'était de joie ou de tristesse, d'espoir ou de terreur,
pour ce qui allait inévitablement suivre. La cérémonie dura moins de 20 minutes. Marguerite portait une robe simple de soie grise, sans ornement, ses cheveux noirs tressés en une couronne austère. Josias portait un costume sombre qu'il avait fait confectionner spécialement pour l'occasion par le meilleur tailleur de la Nouvelle-Orléans. Ils échangèrent leurs vœux d'une voix ferme, se regardant dans les yeux, avec une intensité qui troubla même le vieux prêtre. Quand ce fut terminé, quand le père Dubois les déclara mari et femme devant Dieu, ils s'embrassèrent brièvement, un baiser chaste mais chargé de signification. Puis ils signèrent les registres, prirent le certificat de mariage et quittèrent l'église pour affronter le monde. Les réactions ne se firent pas attendre. Dès le lendemain, quand la nouvelle parvint officiellement à Saint-Laurent, plusieurs planteurs de la paroisse rompirent tout contact commercial avec Belvédère. Certains cessèrent d'acheter le sucre produit par la plantation, préférant payer plus cher ailleurs plutôt que de commercer avec une femme qui avait souillé sa race. D'autres allèrent plus loin, organisant un boycott informel mais efficace. Des lettres anonymes commencèrent à arriver quotidiennement à Belvédère, certaines menaçantes, d'autres simplement haineuses. On accusait Marguerite de trahison, de dégénérescence, de folie. On menaçait Josias de pendaison, de lynchage, de justice populaire. Quelqu'un cloua même un chat mort sur la porte d'entrée de la maison principale, un message symbolique que personne ne pouvait ignorer. Le curé Latour refusa désormais de recevoir Marguerite pour la confession, la considérant comme excommuniée de facto. Elle fut exclue de tous les cercles sociaux qu'elle fréquentait autrefois, les dames de charité, les comités paroissiaux, les réunions de la bonne société créole. Les femmes qu'elle avait connues toute sa vie détournaient maintenant le regard quand elle la croisait dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Mais Marguerite tint bon. Elle avait vécu 34 ans sous le joug de son frère, puis 4 ans dans l'ombre de la société qui la jugeait. Maintenant, elle était libre. Elle possédait une fortune considérable, une plantation productive, et elle avait choisi son propre destin pour la première fois de sa vie. Josias, de son côté, gérait la situation avec une prudence calculée, née de 24 ans de vie sous l'esclavage. Il savait que le moindre faux pas, la moindre provocation, pouvait leur coûter la vie à tous les deux. Il évitait les confrontations directes, restait discret en public, ne cherchait jamais à s'imposer dans les espaces réservés aux Blancs. Mais en privé, dans la gestion de ses affaires, il continuait méthodiquement à développer sa fortune personnelle. Il acheta une deuxième propriété en 1840, puis une troisième en 1841. Il investit dans le commerce fluvial, devenant actionnaire minoritaire d'une compagnie de navigation sur le Mississippi. Il prêta de l'argent à des taux avantageux à d'autres hommes libres de couleur qui cherchaient à établir leur propre commerce. Il construisit un petit empire économique, pierre par pierre, transaction par transaction. En 1841, Marguerite donna naissance à un fils. Ils le nommèrent Édouard, en référence, disait-il aux rares personnes qui osaient encore leur adresser la parole, au défunt frère de Marguerite. Mais ce prénom était aussi une sorte de défi silencieux, une appropriation du nom de l'homme que Josias avait tué et qui les avait, d'une certaine manière, réunis. L'enfant, de peau claire en raison de la blancheur de sa mère, fut élevé dans un monde étrange, à cheval entre deux communautés qui le rejetaient toutes les deux. Les Blancs le considéraient comme un métis indésirable, une preuve vivante de la souillure de sa mère. Les Noirs libres le voyaient comme le fils d'un homme qui avait trahi les siens, en épousant une blanche, en s'enrichissant sur le dos de son ancienne condition d'esclave. Le petit Édouard grandit donc dans une sorte d'isolement social, choyé par ses parents mais regardé avec méfiance ou hostilité par presque tous les autres. Ce serait un fardeau qu'il porterait toute sa vie. Pendant les années 1840, tandis que la fortune de Josias continuait de croître de manière spectaculaire, les tensions sociales autour du couple ne diminuèrent jamais vraiment. Elles prirent simplement des formes différentes, plus sournoises, plus insidieuses. En 1843, une tentative fut faite pour contester légalement le mariage de Marguerite et Josias.
Un avocat de bâton rouge, agissant pour un groupe de planteurs anonymes, déposa une plainte arguant que le mariage violait les bonnes mœurs et devait être annulé. L'affaire traîna pendant des mois dans les tribunaux louisianais, créant une incertitude juridique angoissante. Mais Marguerite et Josias avaient prévu cette attaque. Ils engagèrent les meilleurs avocats de la Nouvelle-Orléans, des hommes habitués à naviguer dans les complexités du code civil louisianais. Leur argument était simple mais solide. La loi louisianaise n'interdisait pas explicitement les mariages interraciaux, contrairement à d'autres États du Sud. Le mariage avait été célébré légalement devant un prêtre catholique, enregistré officiellement. Il ne pouvait être annulé que pour des raisons très spécifiques: fraude, bigamie, consanguinité, dont aucune ne s'appliquait. En 1844, après d'interminables audiences, le juge trancha en faveur de Marguerite et Josias. Le mariage était légal et valide. Les planteurs qui avaient financé la plainte furent furieux, mais ils ne pouvaient rien faire de plus sur le plan légal. Cependant, les menaces physiques continuèrent. En 1845, Josias fut attaqué dans une rue de la Nouvelle-Orléans par 3 hommes masqués qui tentèrent de le battre à mort. Il s'en sortit avec plusieurs côtes cassées et un œil tuméfié, mais il survécut. Les agresseurs ne furent jamais identifiés, bien que tout le monde sût qui les avait envoyés. Marguerite embaucha alors des gardes armés pour protéger Belvédère et leur maison de la Nouvelle-Orléans. Josias ne sortait plus jamais seul, toujours accompagné d'au moins 2 hommes de confiance. Malgré, ou peut-être à cause de toute cette hostilité, la fortune de Josias atteignit des sommets extraordinaires. En 1845, on estimait sa richesse personnelle à environ 40 000 $. En 1847, elle dépassait 60 000 $. Il était devenu l'homme noir le plus riche de toute la Louisiane, probablement de tout le Sud américain. Cette richesse était investie intelligemment. Propriétés foncières, parts dans des entreprises commerciales, prêts hypothécaires, même quelques obligations d'État. Josias avait appris auprès de Marguerite, et avant elle, en observant secrètement Édouard Devereux, les arcanes de la finance et du commerce. Il maniait l'argent avec la même habileté qu'un joueur d'échecs manie ses pièces. Mais cette ascension fulgurante ne passait pas inaperçue. Elle suscitait une jalousie féroce chez les blancs pauvres, une admiration mêlée d'envie chez les gens de couleur libre, et une rage impuissante chez les planteurs qui voyaient un ancien esclave devenir plus riche qu'eux. Puis, en 1846, un événement vint bouleverser l'équilibre précaire qu'avaient établi Marguerite et Josias. Un homme arriva à la Nouvelle-Orléans, débarquant d'un paquebot en provenance du Havre. Il se faisait appeler Armand Leclerc et prétendait être un cousin éloigné de la famille Devereux, vivant en France depuis des décennies, mais maintenant désireux de revendiquer des droits sur l'héritage d'Édouard Devereux. Leclerc était un homme dangereux d'une manière différente des menaces précédentes. Ce n'était pas un planteur rustre motivé par le racisme viscéral ou la jalousie simple. C'était un homme éduqué, cultivé, qui parlait 4 langues et maniait la rhétorique juridique avec aisance. Il avait de l'argent. Personne ne savait exactement d'où il venait. Des relations dans les milieux judiciaires et politiques, et surtout une détermination féroce qui suggérait des motivations profondes et obscures. Il loua une suite dans le meilleur hôtel de la Nouvelle-Orléans, engagea des avocats réputés et commença méthodiquement à fouiller dans les archives concernant la succession de Devereux. Il interrogeait d'anciens domestiques de Belvédère, offrant de l'argent pour des informations. Il consultait des registres paroissiaux, des documents notariés, des certificats de décès, et il découvrit des incohérences. Le certificat de décès de Devereux, signé par le vieux docteur Blanchard, contenait des détails qui ne correspondaient pas tout à fait aux témoignages de certains domestiques. Le testament présentait des anomalies dans l'écriture, des différences subtiles dans l'encre et le papier entre certaines sections. Les dates ne s'alignaient pas parfaitement. Leclerc était convaincu que quelque chose de louche s'était passé en 1835. Il ne savait pas encore exactement quoi, mais il était déterminé à le découvrir. En juin 1846, il envoya une lettre formelle à Marguerite,
demandant une rencontre pour discuter de certaines irrégularités concernant la succession de feu Édouard Constant Devereux. Le ton était poli mais menaçant, suggérant qu'il détenait des informations compromettantes. Marguerite et Josias comprirent immédiatement que Leclerc représentait une menace mortelle. Si cet homme parvenait à prouver que le testament avait été falsifié, toute la fortune de Marguerite, et par extension celle de Josias, pourrait être confisquée. Pire encore, si Leclerc découvrait la vérité sur la mort de Devereux, si quelqu'un avait vu quelque chose cette nuit-là et décidait maintenant de parler contre de l'argent, Josias finirait pendu. Ils décidèrent que Josias rencontrerait Leclerc. C'était risqué mais nécessaire. Il fallait comprendre exactement ce que cet homme savait et ce qu'il voulait. La rencontre eut lieu dans un café élégant du Vieux Carré, à la Nouvelle-Orléans. Un après-midi étouffant de juin où la chaleur rendait l'air presque irrespirable. Le café était presque vide à cette heure, les rares clients éventant paresseusement des visages rouges et moites. Leclerc était assis à une table isolée au fond, loin des fenêtres et des oreilles indiscrètes. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au visage anguleux et aristocratique, aux yeux gris froids comme de l'acier. Il portait un costume impeccable de coupe française, ses cheveux châtains soigneusement coiffés en arrière, une fine moustache bien taillée. Il toisa Josias avec un mélange de mépris et de curiosité lorsque celui-ci s'approcha et s'assit en face de lui sans demander permission. « Vous êtes donc le célèbre Josias le Riche, dit-il en français, avec un accent parisien prononcé, roulant les R de manière affectée. L'esclave devenu riche, une fable américaine digne de vos Benjamin Franklin et autres mythologies d'ascension sociale. Fascinant. Et vous êtes Armand Leclerc, répondit Josias calmement en français parfait, sans trace d'accent créole. Le cousin opportuniste venu de France, une histoire aussi vieille que l'héritage lui-même. Leclerc sourit, mais son sourire ne contenait aucune chaleur, aucune humanité. C'était l'expression d'un prédateur qui a repéré sa proie. « Ah, vous parlez bien le français. Excellent. Cela facilitera notre conversation. Allons droit au but, monsieur le Riche. Je sais que le testament d'Édouard Devereux est un faux, du moins partiellement. Je sais que vous et Marguerite avez conspiré pour vous approprier la fortune qui aurait dû revenir à d'autres membres légitimes de la famille. Je peux le prouver. »« Vraiment ?» dit Josias, gardant son visage impassible malgré le tumulte intérieur. « Vraiment. J'ai des témoignages, des analyses d'écriture, des incohérences documentaires. Suffisamment pour ouvrir une enquête approfondie qui détruira votre petite mascarade. » Josias se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Et que voulez-vous exactement, monsieur Leclerc ?» Les yeux gris se plissèrent avec satisfaction. C'était ce qu'il attendait, cette admission implicite. La moitié de la fortune de Belvédère, 50 000 $ en espèces ou en titres négociables. En échange, je retourne en France et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je disparaîtrai comme si je n'avais jamais existé. C'était un chantage pur et simple, brutal et sans équivoque. Josias sentit la colère monter en lui comme une vague de lave, mais il se contrôla avec l'immense maîtrise de soi qu'il avait développée au fil des années. « C'est une somme considérable, dit-il lentement. C'est le prix de votre tranquillité, de votre liberté, de votre vie peut-être. Réfléchissez bien, monsieur le Riche. Qu'est-ce qui vaut plus? 50 000 $ ou tout ce que vous avez construit ?» Josias se leva, ses mouvements mesurés et calmes. « Je vais y réfléchir. Donnez-moi une semaine. » Leclerc acquiesça, savourant son pouvoir apparent. « Une semaine, pas un jour de plus. Nous nous reverrons ici, même heure, même endroit. Apportez votre réponse, et j'espère pour vous que ce sera la bonne. » Josias quitta le café, son esprit tournant déjà à toute vitesse, évaluant les options, calculant les probabilités, cherchant une solution à ce problème mortel. Cette nuit-là, Josias et Marguerite discutèrent pendant des heures dans le bureau de la maison de la Nouvelle-Orléans, à voix basse. Les rideaux tirés, une seule lampe allumée projetant des ombres dansantes sur les murs.
Ils pesèrent leurs options. Ils pouvaient payer. 50 000 $ représentaient environ la moitié de leur fortune combinée. Mais ils survivraient financièrement. Cependant, rien ne garantissait que Leclerc tiendrait parole. Il pourrait prendre l'argent et revenir plus tard demander davantage, ou vendre ses informations au plus offrant. Il pouvait l'affronter légalement, mais c'était risqué. Une enquête approfondie pourrait révéler trop de choses. Le vieux notaire sénéchal était mort en 1844, emportant une partie des secrets dans sa tombe, mais d'autres témoins vivaient encore. Où il pouvait résoudre le problème de manière définitive. Marguerite fut la première à prononcer les mots que tous deux pensaient. Il doit disparaître. Josias la regarda longuement. Cette femme qui avait été élevée dans le luxe et les conventions, qui avait reçu une éducation catholique stricte, suggérait maintenant calmement un meurtre. Comme lui-même, des années plus tôt, elle était prête à franchir la ligne pour protéger ce qu'ils avaient construit. « Je m'en occupe », dit-il simplement. Il ne donna aucun détail. Elle n'en demanda aucun. Certaines choses étaient mieux laissées non dites. Une semaine plus tard, Armand Leclerc fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La femme de chambre qui découvrit le corps le matin hurla si fort qu'on l'entendit dans toute la rue. Leclerc était couché dans son lit, apparemment endormi paisiblement, mais ne respirait plus. Le médecin appelé sur les lieux, un certain docteur Rémy Fontaine, examina le corps et conclut rapidement à une crise cardiaque foudroyante. Leclerc avait 43 ans, semblait en bonne santé, mais ces choses arrivaient. Le cœur était capricieux. Le certificat de décès fut signé sans autre formalité. Le corps fut embaumé et placé dans un cercueil scellé. Personne ne réclama le corps. Leclerc n'avait apparemment aucune famille connue, ce qui était en soi étrange pour un homme qui prétendait être un Devreau. Il fut enterré 3 jours plus tard dans le cimetière Saint-Louis, dans une tombe modeste que personne ne visiterait jamais. Ses effets personnels, quelques vêtements, des documents sans importance, un peu d'argent, furent vendus aux enchères pour couvrir les frais d'hôtel et d'enterrement. Les documents qu'il avait prétendument collectés sur la succession Devreau ne furent jamais retrouvés. S'ils avaient existé, ils disparurent complètement. Personne ne sut jamais exactement ce qui s'était passé. Certains murmurèrent que Josias avait soudoyé quelqu'un. Peut-être un domestique de l'hôtel, peut-être même le médecin, pour empoisonner Leclerc avec une substance indétectable. D'autres pensaient que c'était Marguerite qui avait agi, utilisant des connexions mystérieuses dans les cercles criminels de la Nouvelle-Orléans. D'autres encore croyaient sincèrement à une coïncidence tragique, à un arrêt cardiaque naturel, opportun. La vérité, comme toujours, resta enfouie, connue seulement de ceux qui l'avaient accomplie et qu'ils n'en parleraient jamais, même entre eux. Les années suivantes furent relativement paisibles pour Josias et Marguerite. La menace immédiate éliminée, ils purent continuer à développer leurs affaires sans cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Ils vécurent entre Belvédère et la Nouvelle-Orléans, élevant leur fils Édouard, gérant leurs propriétés multiples, investissant prudemment. La fortune de Josias continua de croître de manière impressionnante. En 1850, quand le recensement fédéral fut effectué, sa richesse était officiellement évaluée à 75 000 $, une somme qui le plaçait parmi les hommes les plus riches de Louisiane, toutes races confondues. Officieusement, en tenant compte de tous ses investissements et propriétés, elle dépassait probablement 90 000 $. Il était indéniablement l'homme noir le plus riche du Sud, peut-être du pays entier. Cette distinction extraordinaire ne lui apportait aucune joie particulière. Il avait appris, au fil des années, que la richesse ne libère pas vraiment, qu'elle apporte seulement un ensemble différent de problèmes et de dangers. Mais cette richesse avait un goût amer, métallique, comme du sang dans la bouche. Josias ne fut jamais accepté par la société blanche, qui le considérait toujours comme un usurpateur, une anomalie dérangeante dans l'ordre racial.
Il s'était également éloigné de la communauté noire libre, dont certains membres le voyaient comme un traître qui avait blanchi en épousant Marguerite, qui avait abandonné son peuple pour s'enrichir personnellement. Il vivait dans un entre-deux inconfortable, un espace liminal où il n'appartenait véritablement à aucun monde. Admiré et haï, envié et méprisé, célébré et maudit, souvent par les mêmes personnes. Son fils Édouard grandit dans cet environnement étrange, portant le fardeau d'une identité fragmentée. Ni complètement blanc, ni complètement noir, accepté nulle part, regardé avec suspicion partout. L'enfant devint un jeune homme tourmenté, intelligent mais anxieux, cherchant désespérément sa place dans un monde qui refusait de lui en donner une. En 1857, Marguerite mourut d'une pneumonie foudroyante. C'était l'hiver, inhabituellement froid pour la Louisiane, et elle avait attrapé un refroidissement qui dégénéra rapidement. En 3 jours, elle passa de la santé à la fièvre dévorante, puis à la mort. Elle avait 55 ans. Josias la fit enterrer dans le caveau familial des Devereux, à Saint-Laurent, malgré les protestations véhémentes de plusieurs membres éloignés de la famille qui considéraient que sa présence dans le caveau profanerait les restes des ancêtres respectables. Il ignora ces protestations, usant de son pouvoir légal de veuf pour imposer sa volonté. Il fit graver sur sa pierre tombale une épitaphe simple, mais chargée de signification. Marguerite Devereux le Riche, femme libre, 1803-1857. Ces 2 mots, femme libre, contenaient toute une vie de lutte, de transgression, de refus des conventions. Ils étaient à la fois un hommage et une déclaration, une affirmation que malgré tout, malgré les pressions sociales écrasantes, elle avait choisi sa propre voie. Josias lui survécut 10 ans. Après la mort de Marguerite, il se retira progressivement des affaires, laissant son fils Édouard gérer la plupart des transactions. Il passa ses dernières années dans sa maison de la Nouvelle-Orléans, lisant, réfléchissant, recevant occasionnellement des visiteurs de la communauté créole de couleur. Il mourut en janvier 1867, à 52 ans, le même âge qu'avait Édouard Devereux au moment de sa mort. Cette coïncidence troublante ne passa inaperçue à personne. La cause officielle de sa mort fut une défaillance cardiaque, diagnostiquée par un médecin qui, ironiquement, était le neveu du vieux docteur Blanchard, qui avait signé le certificat de décès de Devereux 32 ans plus tôt. Son fils Édouard hérita de toute sa fortune, plus de 100 000 $ en propriétés, investissements et liquidités. Mais Édouard, tourmenté et mal préparé à gérer un tel patrimoine, le perdit en grande partie dans les années chaotiques qui suivirent. La reconstruction qui bouleversa le Sud après la guerre de sécession détruisit beaucoup de fortunes, y compris la sienne. Des investissements mal avisés, des partenaires malhonnêtes, et sa propre instabilité psychologique contribuèrent au déclin. En 1875, Édouard le Riche, qui avait hérité de la fortune la plus considérable jamais amassée par une famille noire dans le Sud, mourut presque ruiné, à 34 ans, dans une chambre minable de la Nouvelle-Orléans. Il laissait une veuve et 2 enfants dans la pauvreté. La dynastie que Josias avait construite avec tant de détermination et de violence s'effondra en une génération. Aujourd'hui, les registres paroissiaux de Saint-Laurent mentionnent brièvement l'existence de Josias le Riche, mais sans détails significatifs. Les archives de la Nouvelle-Orléans contiennent quelques actes notariés à son nom, quelques titres de propriété jaunis, quelques procès gagnés dont les dossiers dorment dans des boîtes poussiéreuses. C'est tout. Le caveau des Devereux existe toujours dans le vieux cimetière de Saint-Laurent, envahi par les herbes folles et la mousse. La pierre tombale de Marguerite Devereux le Riche est encore lisible, bien que l'inscription commence à s'effacer sous l'action du temps et des intempéries. Personne ne visite jamais cette tombe. La plantation Belvédère fut vendue plusieurs fois après la mort d'Édouard le Riche fils. Aujourd'hui, elle n'existe plus en tant que telle. Les terres ont été morcelées, vendues, transformées. Certaines parties sont devenues des exploitations agricoles modernes. D'autres ont été avalées par l'expansion urbaine. La maison principale fut détruite par un incendie en 1923 et personne ne la reconstruisit jamais. L'histoire de Josias le Riche,
esclave devenu assassin, assassin devenu homme libre devenu riche, riche devenu légende, fut progressivement effacée de la mémoire collective. Trop scandaleuse, trop dérangeante, trop ambiguë pour être racontée ouvertement. Elle devint un murmure, puis un fantôme, puis rien. Quelques historiens locaux connaissent vaguement son nom, mais aucun n'a jamais vraiment creusé l'histoire complète. Les documents existent, éparpillés entre différentes archives, mais personne n'a pris la peine de les rassembler, de reconstituer le puzzle. Peut-être parce que l'histoire pose trop de questions inconfortables. Questions sur la justice et la vengeance. Questions sur ce qu'un homme peut faire quand le système ne lui laisse aucun autre choix. Questions sur la légitimité de la richesse construite sur la violence et la tromperie. Questions sur les frontières entre victimes et bourreaux. Alors, croyez-vous que tout a été révélé ici ? Pensez-vous que l'histoire de Josias le Riche s'arrête vraiment à ces quelques traces dans des registres oubliés? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre théorie, votre réaction, vos réflexions. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires enfouies, d'autres secrets que l'histoire officielle a préféré oublier. Et si ce récit vous a fasciné, troublé, fait réfléchir, partagez-le avec ceux qui aiment les mystères sombres et les vérités cachées, parce qu'au fond, nous ne saurons jamais tout avec certitude absolue. Nous ne saurons jamais si Josias le Riche a vraiment tué Édouard Devereux de ses propres mains, ou si les circonstances étaient indifférentes. Nous ne saurons jamais exactement quelle part Marguerite a joué, quelles motivations profondes guidèrent ses actions. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui est vraiment arrivé à Armand Leclerc dans cette chambre d'hôtel en 1846. Nous ne saurons jamais combien d'autres secrets furent emportés dans la tombe par les protagonistes de cette histoire extraordinaire. Ce que nous savons, et que les documents confirment, fragmentairement mais indéniablement, c'est qu'un homme noir, né esclave en 1815 dans une plantation de Louisiane, est mort en 1867 comme l'homme de sa race le plus riche de tout le Sud américain. Et que derrière cette ascension fulgurante se cachaient des morts suspectes, des mariages scandaleux, des mensonges institutionnalisés, des complots ourdis dans l'ombre, et peut-être, une forme terrible et primitive de justice. L'histoire officielle ne retient jamais tout. Elle simplifie, elle oublie, elle efface ce qui dérange. Elle préfère les récits propres, moralement clairs, où les victimes sont innocentes et les coupables clairement identifiables. Mais la réalité humaine est toujours plus complexe, plus ambiguë, plus dérangeante. Les histoires oubliées, celles qu'on a voulu ensevelir, continuent de murmurer dans l'obscurité des archives, attendant patiemment que quelqu'un prenne la peine de les écouter vraiment. Vous venez de le faire. Maintenant, vous portez vous aussi ce secret, cette histoire que la Louisiane a tenté d'oublier pendant plus d'un siècle et demi. Que ferez-vous de ce savoir ?